l'enregistrement de la séance et comme d'habitude, vous pourrez trouver et le diaporama et l'enregistrement à partir de la page du séminaire, hein, sur lequel vous trouverez les liens, l'enregistrement étant disponible de fait sur une chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, le séminaire reçoit Isabelle Minon. Je vous connais par mail depuis facilement 1 an. Oui. Hein, mais nous avons échangé, dirons-nous, des propos Même 2 ans. même 2 ans, de propos Même que je 2 ans. qualifierais administrativement universitaires d'un côté et peut-être un petit peu plus scientifique de l'autre. Et aujourd'hui, nous concrétisons cette rencontre épistolaire par l'exposé que vous allez nous faire sur le code minier de la RDC. Je vais vous laisser le soin de vous présenter plus avant, et entre autres, voir comment vous reliez votre statut de juriste et votre militantisme, et comment tout ça vous amène au code minier de la RDC. Vous connaissez les règles du jeu ici. Un exposé qui, autant que possible, ne doit pas dépasser 45 minutes. Et après ça, la discussion sera ouverte à tout le monde et je demanderai aux uns et aux autres qui voudraient s'exprimer d'aller en bas de l'écran à droite, de cliquer sur l'icône réaction et de dire je lève la main, cliquer sur je lève la main et à ce moment-là, jouant mon rôle de monsieur loyal, les uns après les autres, je vous ouvrirai les portes de la parole. Bien, merci à vous Isabelle. Oui. D'abord, bonjour à tous et merci à Thierry Perrault pour l'invitation à présenter ce séminaire sur le code minier. Alors, donc moi, je suis effectivement juriste, spécialisée dans les droits de l'homme et je suis également depuis plusieurs années militante au sein d'un mouvement qui s'appelle Intal Globalized Solidarity. C'est un mouvement qui est en Belgique et qui réclame le respect de la souveraineté des pays du Sud. Et donc aussi, depuis des années, voilà, je travaille sur et je recherche des informations, je participe à des actions de terrain sur ce qui concerne le respect de la souveraineté, particulièrement du Congo. Donc j'ai pu aussi avoir l'occasion d'aller plusieurs fois en RDC, que ce soit dans la capitale à Kinshasa, que ce soit à l'est du Congo également, que ce soit plus dans le nord du pays également. Et donc, c'est aussi un pays dont je suis en partie originaire et donc qui me passionne de par sa diversité et de par sa richesse. Alors, si moi je me suis intéressée particulièrement au code minier de la RDC, c'est parce que c'est un nouvel instrument qui a des mesures qui devraient permettre une gestion plus souveraine des richesses du pays. Alors, ce qui n'est pas rien pour un pays comme la RDC, parce que, comme vous le savez certainement, c'est un pays qui a connu pas mal de déstabilisation, et donc un code qui prévoit des mesures qui permettent une plus grande participation de l'État dans les sociétés minières, qui permet des redevances plus importantes, est quand même une innovation et un sacré défi pour un pays comme le Congo à appliquer. Alors, au niveau de ma présentation, je vais commencer par le contexte de la RDC, revenir sur quelques données, et donc le contexte dans lequel le code minier se situe. Ensuite, je vais vous parler des questions que moi je me suis posées sur ce code minier et auxquelles je vais donc essayer de répondre avec cette présentation. Mais après, je vais vous parler du code minier de 2002. Donc, avant d'aborder les grands changements, il y avait le code minier de 2002 qui était dit donc favorable. D'autres parlent d'attractif pour les sociétés minières. Ensuite, je vais donc aborder le code minier révisé et les grands changements. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble de toutes les modifications du code minier, mais les grands changements qui, pour moi, sont des mesures véritablement innovatrices. Je vais ensuite aborder les grandes sociétés qui sont présentes en RDC. Donc, il y en a beaucoup, mais il y a surtout de grandes sociétés qui en tout cas, dominent au niveau de la production et de l'exportation.
Et en abordant ces grandes sociétés, là, ce que moi, je me suis intéressée principalement, c'est qui sont ces grandes sociétés, donc au regard également des sociétés chinoises. Hein, donc, on parle de la présence de la Chine beaucoup plus importante en RDC, et donc voir quel est alors cet actionnariat des sociétés qui exploitent et qui exportent. Et alors, je passerai ensuite alors aux oppositions qui ont été formulées par ces sociétés au Code minier. Des oppositions qui ont commencé dès le début du processus de révision et qui continuent encore actuellement et qui très certainement vont perdurer. Et donc, c'est tout un défi pour le gouvernement congolais de maintenir le Code minier tel qu'il est actuellement. Et je terminerai donc par ma conclusion où je tenterai alors de répondre aux questions que je me pose sur le Code minier. Alors, donc, au niveau du contexte, donc, pour rappel, et voilà, beaucoup le savent, donc, la RDC, c'est un pays qui est immense, hein, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie. Donc, ça représente quoi? 80 fois la Belgique, 4 fois la France. C'est un pays qui est très peuplé, environ 84 millions d'habitants, un pays qui a de nombreuses frontières, hein, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Centrafrique, etc. C'est un pays donc, qui a connu des périodes de déstabilisation, toutefois pas terminé, hein, et un pays qui a connu des périodes intenses de guerre. Donc, pour rappel, entre 1998 et 2002, le pays était sous conflit armé assez intense et donc dans une situation vraiment de destruction du pays, de destruction au niveau des capacités de l'État. Et donc, en sachant aussi qu'avant cette période 98-2002, important aussi de dire que le pays a été donc aussi, moi je parle aussi de destruction quand on regarde les chiffres, mais c'était un pays qui avait comme président donc le président Mobutu, président qui a été après l'indépendance soutenu par la Belgique, hein, ancien pays colonial du Congo, et par les États-Unis. Et les 32 années au pouvoir de Mobutu se sont terminées par une destruction des infrastructures, une destruction de l'économie du pays. Donc voilà, quand on arrive au début des années 2000, on a en effet un pays qui est dans une situation où il faut tout reconstruire et il faut aussi repartir au niveau de la production industrielle. Et donc, quand on regarde au début des années 2000 et quand on regarde à maintenant, on voit véritablement qu'il y a une augmentation de la production de cobalt et de cuivre, hein, principalement, hein, qui sont donc les plus grandes exportations actuelles du Congo. Pour vous donner les chiffres, je vais passer à la diaporama suivante. Au niveau du cobalt, donc aussi, donc à savoir que le Congo dispose on parle de 60% des réserves mondiales de cobalt, hein, au monde, que c'est le premier producteur actuellement de cobalt au monde. Et donc, quand on regarde les chiffres, hein, on voit en 2003, la production était donc quasi à l'arrêt avec 1358 tonnes pour arriver, et là c'est à partir de véritablement 2015 où on a véritablement une montée avec 84 000 tonnes et en arrivant en 2018 avec 111 000 tonnes. 2019, il y a eu une diminution, hein, probablement la chute du prix du cobalt qui est passé par là. Ceci dit, quand on regarde en 2020, hein, le Congo a produit 94 000 tonnes. Et parmi cette production, 20% serait du cobalt artisanal. Et donc, entre 2003 et 2018, il y a une augmentation de plus de 11 000% de production de cobalt en RDC. Alors, je le disais aussi, donc, il y a une production de cuivre également qui a augmenté de manière exponentielle. Oui, je peux revenir sur celle-ci. Production de cuivre. Donc, le Congo est le premier au niveau de l'Afrique exportateur de cuivre. C'est le 4e producteur mondial. Sa production de cuivre aussi au début des années 2000 était quasi à l'arrêt. Donc, 2003, on a 9 370 tonnes. Et là, en 2015, hein, on dépasse les 1 million de tonnes. Et en 2019, on est à plus de 1 400 000 tonnes. Donc, ce qui fait du Congo le premier exportateur au niveau de l'Afrique, et donc avec une croissance aussi exponentielle entre le début des années 2000 et là j'ai fait le calcul jusqu'à 2018, avec plus 13 000% donc, de production de cuivre.
Alors, je reviens sur la croissance du Congo. Donc, à cette production exponentielle de cuivre et de cobalt, le Congo a connu une croissance économique. Je n'ai pas repris les chiffres depuis le début. Quand on regarde l'année 2017, donc on a une croissance de 3,7%, en 2018 de 5,8%, avec une diminution en 2019, hein, donc liée au prix des matières premières qui diminue. Et alors, avec la pandémie, effectivement, la Banque mondiale a prévu une diminution de moins 2,2%, mais un rebond est prévu. Donc, quand on parle au niveau voilà, des conséquences de la pandémie, il faut savoir qu'il y a quand même un rebond qui est prévu. La Banque mondiale parle de 3,2% en 2021 et la Banque centrale du Congo parle de 4,5% en 2022. Donc, on est donc dans une situation où il y a une production de cuivre et de cobalt qui a fortement augmenté, dans une situation de relative croissance économique qui se maintient, hein, qui peut varier selon évidemment les prix des matières premières et autres, mais on reste dans cette croissance, avec aussi, là je n'ai pas indiqué dans le PowerPoint, mais aussi une inflation qui est maintenue. Et donc voilà, la question avec ce code révisé, c'est dans quelle mesure ce code, avec les dispositions qu'il prévoit, hein, qu'il prévoit en matière minière, hein, dans quelle mesure il renverse finalement la stratégie de domination des grandes sociétés qui sont présentes au Congo. Donc on parle beaucoup on utilise les termes comme pillage du Congo, ou en tout cas le terme de les multinationales qui possèdent ces richesses du Congo, et donc le Congo ne bénéficie pas de ces richesses. Et donc, dans quelle mesure ce code vient renverser, ou en tout cas vient bousculer la stratégie de ces grandes sociétés. Alors, ça pose la question aussi que là je vais développer. Donc, que prévoit ce code, hein, et donc quelles sont les mesures, hein, qui devraient permettre une gestion souveraine des richesses du pays, et aussi important d'identifier quelles sont les grandes sociétés en RDC, et comme je disais tout à l'heure, leur actionnariat qui dominent ce marché, qui sont donc bousculés par ce code minier. Et enfin, alors, la manière dont elle s'oppose au code minier, donc j'en parlerai tout à l'heure, en expliquant qu'en effet, depuis le début du processus de révision du code minier, les sociétés s'y sont opposées, et comme je disais, donc elles perdurent à s'y opposer. Alors évidemment, une autre question qui se pose quand on parle d'une gestion souveraine des richesses du pays et d'en pouvoir s'approprier à nouveau une partie des richesses du pays, en tout cas, c'est la transformation du bien-être de la population. Parce que voilà, le but ultime en soi d'observer, le but ultime du code minier n'est pas en soi l'augmentation de la production ou l'appropriation des richesses, c'est que cela se transforme, que ça se traduit par une amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Alors, étant donné que le code minier a été promulgué en 2018, qu'il y a eu des décrets d'application adoptés en 2009, c'est une question dont il est beaucoup trop tôt d'y répondre à l'heure actuelle, mais qu'il convient vraiment d'observer dans les années qui vont venir de manière précise. Alors, maintenant, je vais passer donc au code minier de 2002. Alors, donc c'est un code qui a été adopté en 2002. Et comme je le disais tout à l'heure, le Congo a connu une période de conflit intense de guerre. Et donc, en 2002, il est adopté dans une période où il est toujours dans ce conflit. Donc, ça veut dire qu'au niveau de sa capacité de négocier un tel code, l'État est fragile. Il faut savoir que cette guerre a coûté la vie à plusieurs millions de Congolais, donc c'est vraiment une destruction humaine atroce. C'est aussi une destruction de l'économie. Et donc, au moment où il y a cette adoption du code minier, l'État se trouve vraiment très faible, et très faible aussi parce que dans un État où la production est quasi à l'arrêt. Alors, c'est un code, et ça, voilà, nul ne le conteste, qui a été écrit sous l'influence de la Banque mondiale, hein, et qui était donc très favorable aux sociétés minières, et donc d'autres parlent très attractifs. Alors, je reprends une phrase de Marie Malzato, qui en 2018 était donc chercheuse sur les activités minières en Afrique,
qui disait ceci à propos du Code minier de 2002. Il avait instauré une structure légale et institutionnelle visant la liberté d'action minimale de l'État et se caractérisait ainsi par ses niveaux de taxation et d'imposition des plus attractifs, qui permettent à certaines entreprises de bénéficier d'importantes exonérations d'impôts au cours des premières années d'exploitation. Donc effectivement, le Code minier de 2002 était très favorable aux investisseurs, donc, et très peu ou pas même, hein, pas vis-à-vis de l'État, hein, de par le faible taux de redevances et d'impôts. Et là, je ferai la comparaison tout à l'heure avec le code révisé. Mais aussi, il privait l'État et son partenaire, la GECAMINE, hein, qui est une société qui est détenue à 100% par l'État, de, elle, participer au capital social des sociétés et donc de participer aux bénéfices et aux dividendes donc, qui résultaient donc, de l'exploitation minière. Et je reprends ce que disait, bien que ce code minier a été écrit sous l'influence de la Banque mondiale et avec des experts de la Banque mondiale, je reprends ce que disait la Banque mondiale dans son rapport préparatoire à la révision. En fait, voilà, on peut pas, un autre constat ne pourrait pas être possible. Elle disait donc, malheureusement, s'il atteint ses objectifs de relance de la production, il n'a pas permis au pays de bénéficier des revenus tirés de l'exploitation de son sous-sol. Donc oui, quand on regarde depuis cette relance avec le code minier, donc des sociétés sont venues s'implanter et la production a augmenté, mais ça n'a pas permis donc au pays d'en bénéficier. Donc la question maintenant avec ce nouveau code minier, c'est aussi de permettre alors au pays d'en bénéficier. Et c'est dans ce sens-là qu'il a été donc révisé. Alors, le code minier, donc le code minier révisé, donc c'est un code, il a donc été révisé en 2018, hein, donc il a été révisé sous la présidence de l'ancien président, donc c'est Joseph Kabila. C'était dans une période assez tendue hein, politiquement, puisque les élections législatives et présidentielles au Congo ont eu lieu en décembre 2018 et que le code révisé a été promulgué en mars 2018. Et aussi une période où, en fait, voilà, les élections ont eu lieu en décembre 2018, mais elles auraient dû avoir lieu en 2016. Donc, tension politique aussi importante. Et malgré ça, donc, le gouvernement congolais a maintenu le cap. Hein, et ce code donc, prévoit des dispositions qui sont beaucoup plus favorables pour l'État et les populations, et donc garantir qui devrait permettre, en tout cas, contribuer à une meilleure gestion souveraine des richesses naturelles du pays. Alors, quels sont donc ces grands changements du code minier? Je vais commencer par l'augmentation des taxes et des redevances. Donc, ce qui permet alors à l'État d'avoir des recettes beaucoup plus importantes que par le passé. Alors, au niveau des redevances, je vais pas aller dans des détails non plus trop, je vais seulement parler ici du cuivre, principalement du cobalt, et donc qui sont donc le cuivre et le cobalt les principales matières qui sont produites et exportées. Quand on regarde le cuivre, hein, qui est donc un métaux non ferreux, le code de 2002 prévoyait une redevance de 2%. Le code révisé, maintenant, prévoit une redevance de 3,5%. Donc, ce qui permet alors d'augmenter les recettes de l'État avec cette production de cuivre qui s'accélère. Alors, pour les pierres précieuses et de couleur, et donc là on pense aux diamants, puisque le Congo est riche hein, en diamants. Je ne sais plus au niveau mondial quelle est sa place. Je sais que par contre, en termes d'exportation, le Congo n'est pas un grand exportateur de diamants. On a le Botswana qui est, je pense, le deuxième. Mais donc, ceci dit, si cette production de diamants devait se développer, on arrive à une redevance, on est passé à une redevance de 4% à une redevance de 6%. Alors, pour les substances minérales stratégiques, alors le code minier, en fait, ce que prévoyait le code minier, c'est que
des substances minérales stratégiques pouvaient être déterminées donc, par décret. Donc ça, le Code minier, lui, n'a pas prévu quelles étaient ces substances minérales stratégiques, mais c'est un décret de 2019 qui a prévu que le cobalt, notamment, et le germanium et le coltan, sont des substances minérales stratégiques. Et donc le cobalt, le Congo étant le premier exportateur mondial de cobalt au monde, ça a toute son importance puisqu'on passe d'une redevance sous l'ancien code à 2% à une redevance de 10%. Alors, à tenir compte aussi que le code minier, donc, étant donné qu'il prévoit que d'autres substances minérales, d'autres matières pourraient être déclarées substances minérales stratégiques, ça pourrait évoluer aussi par la suite en termes de redevances pour d'autres matières. Alors, autre augmentation, c'est un impôt de 50% sur les super-profits lorsque les cours des matières premières connaissent un accroissement supérieur à 25% par rapport aux prévisions qui étaient projetées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, cet impôt de 50% sur les profits, en fait, il est 5 fois plus élevé que l'ancien code. Intéressant aussi, puisque effectivement, quand les sociétés minières augmentent alors leurs bénéfices, ici, ça permet à l'État congolais d'en bénéficier également, et donc d'en bénéficier bien plus que sous l'ancien code. Alors, j'ai cherché les recettes de l'État, donc suite à ces mesures jusqu'à présent du Code minier révisé, ce que j'ai trouvé dans des lois budgétaires du Congo en termes de recettes, c'est pour l'année 2020. Bon, j'ai laissé en francs congolais, c'est vrai que j'aurais dû convertir en dollars. En 2020, ces mesures ont permis donc de rapporter 2 552 milliards de francs congolais. Et en 2019, c'était 1 milliard 200 000. Donc, il y a une augmentation en 2020. Et donc, ça veut dire un taux d'accroissement de 111%. Alors, au niveau des recettes aussi, la différence avec l'ancien code, c'est la répartition donc, de ces recettes. Répartition donc, des recettes qui viennent de ces redevances et de ces impôts. Auparavant, ça allait à l'État central. Maintenant, 50% va à l'État central, 25% à l'administration de la province, 15% à l'entité territoriale où a lieu l'exploitation, et 10% vont à un fonds minier pour les générations futures. Et là, je vais m'arrêter sur ce fonds minier pour les générations futures parce que c'est quand même une innovation et j'ai lu quelqu'un qui disait que c'est une vraie pépite finalement ce fonds minier pour les générations futures dans le code. Ça n'existe pas partout. Ce fonds minier, donc c'est pas toujours voilà, je regardais rapidement, je regardais pour la Nouvelle-Calédonie par exemple qui est riche en nickel, eh bien il n'y a pas de fonds minier pour les générations futures. Il y a beaucoup de discussions, mais il n'y en a toujours pas. Et là, le Congo prévoit que maintenant 10% des redevances iront à ce fonds minier pour les générations futures. Alors, ce fonds minier a été institué par un décret de 2019 et donc à quoi il sert. Et donc, tout l'intérêt de ce fonds minier, c'est qu'on peut dire que c'est un mécanisme intergénérationnel. Intergénérationnel parce qu'il est là pour l'avenir. Et donc, ça peut permettre alors à l'État de faire face à la variabilité des cours des matières premières. Et donc, cet argent, ces recettes qui sont dans ce fonds minier, donc, sont indisponibles pour toute dépense courante. Et donc, ce fonds est alors alimenté par les recettes des sociétés minières et vont servir alors pour l'avenir et permettront alors de faire face aussi à cette variabilité dont le Congo a peu d'emprise, cette variabilité des cours de matières premières. Alors, je suis allée voir également les chiffres en termes de montants qui étaient alimentés dans ce fonds. Là, ce que j'ai trouvé aussi, ça c'est des chiffres de la Banque centrale du Congo, c'est qu'en 2019, il a été alimenté à raison de 18 millions de dollars. Et qu'en 2020, les 6 premiers mois de 2020, il a été alimenté en raison de 13 millions de dollars. Donc déjà en 2020, même on voit qu'il y a une augmentation des recettes qui sont attribuées à ce fonds.
Alors, donc là, maintenant, j'ai parlé donc, des taxes et des redevances. Mon deuxième point, c'est la participation de l'État dans les sociétés minières. Bien, j'écoutais encore tout à l'heure Albert Youma, qui est le président de la Fédération des entreprises du Congo, qui est aussi le président de la GECAMI, donc société détenue à 100% par l'État, qui parlait au niveau de cette participation dans les sociétés minières du Congo, qui est vrai qu'elle est réduite et que donc on a vraiment une emprise des sociétés minières sur les richesses du Congo. Et avec cette révision, eh bien, on a une participation, en tout cas, qui est obligatoire dans le capital social des sociétés minières à raison d'au moins 10%. Ça reste une participation minoritaire de l'État. Ceci dit, elle augmente de 5% sous l'ancien code. Et elle est augmentée aussi de 5% à chaque renouvellement du permis. Alors, un autre aspect aussi qui est important dans la participation de l'État pour les sociétés minières, dans les participations à des capitaux congolais, c'est la sous-traitance, les opérations de sous-traitance. Alors, les sociétés minières recourent donc à des opérations de sous-traitance. Et là, le Code minier renvoie à une loi qui avait été adoptée en 2017. Et c'est une loi qui prévoit que les opérations de sous-traitance, les sociétés ont l'obligation de recourir à des entreprises à capitaux congolais et qui ont leur siège social en RDC. Donc ça permet aussi de maintenir ces opérations de sous-traitance sous le couvert des Congolais. Alors, un autre point que je trouve aussi intéressant, mais dont il convient de rechercher un peu plus, je trouve. Donc là, au niveau des informations, j'en ai pas eu beaucoup, mais donc c'est l'interdiction d'exporter des matières brutes. Alors, voilà, le Congo, voilà, on le sait en termes d'industrialisation, l'industrialisation est quasi, voilà, nul, donc il y a peu d'industrialisation, il y a très peu, mais ceci dit, il y a quand même, entre une matière brute et puis le faire traiter une première fois, il y a quand même cette possibilité-là, et ça, le code ici révisé, donc l'impose aux détenteurs de permis d'exploitation, avec des exceptions, et dont des exceptions qui sont cumulatives, et dont une de ces exceptions est de démontrer que ce traitement sur le territoire congolais n'est économiquement pas rentable. Donc là, il appartient à l'État, il appartient aux sociétés minières de le démontrer, donc, et non à l'État congolais. Et ces sociétés minières doivent présenter donc un plan d'industrialisation à la direction des mines. Et je trouve que cet aspect-là est aussi important à suivre à l'avenir sur cette voilà, ce traitement de ces matières brutes en RDC. Alors, une autre aussi modification, c'est l'obligation de rapatrier la majorité des recettes à l'exportation. Donc, important que des recettes puissent revenir dans le pays. Et donc là, sous l'ancien code, il y avait une obligation de rapatrier 40% des fonds. Ça, c'est si les sociétés n'avaient pas encore amorti leur prêt, donc si elles avaient encore un prêt en cours. Et maintenant, sous le nouveau code, c'est 60%. Et si le prêt est remboursé, à ce moment-là, les recettes doivent être rapatriées à raison de 100%. Alors, un autre élément aussi important de ce code que moi j'aime beaucoup, c'est ici ce paiement d'une dotation en faveur de projets communautaires. Alors, même si le chiffre est, je dirais, relativement bas, toutefois, il a l'intérêt d'exister. Et donc, les sociétés ont l'obligation de donner un minimum de 0,3% de leur chiffre d'affaires à des projets communautaires. Et d'autre part, ce qui est intéressant ici, c'est aussi que les communautés locales sont parties à la gestion de cette dotation. Alors, par contre, on voit toute la difficulté déjà, et donc c'est à observer pour la suite, c'est qu'en 2019, aucune entreprise n'avait encore déclaré ces 0,3%. Alors, ça, je retire cette information d'un rapport de l'ONG Justice et Paix, c'est un rapport qui a été fait en 2019,
maintenant à voir voilà, pour 2020 et 2021 et donc à suivre sur ce qui a été fait ou pas. Alors, paiement pour la réhabilitation du site minier. Donc, le code prévoit aussi, hein, donc les sociétés doivent constituer une provision en vue de la réhabilitation du site là où la société a mené ses opérations minières. Et donc la société ne peut pas quitter les lieux, ne peut pas ne pas avoir constitué une provision pour réhabiliter le site qu'elle aura exploité, notamment lié à des conditions, des conditions environnementales, etc. Alors, la garantie de stabilité de 5 ans. Alors, celle-ci, c'est une mesure du code révisé qui a fait l'objet de nombreuses contestations de la part des sociétés minières, comme également le taux de redevance. Mais la clause de stabilité de 5 ans, c'est quoi? C'est une clause, en fait, qui prévoit que le code ne pourra pas être modifié durant cette période. Alors, l'ancien code prévoyait une période de 10 ans. Donc, ça veut dire que le code de 2002 ne pouvait pas être modifié avant 2012. Et de là que le processus de révision du code de 2002 a commencé en 2012. Et donc maintenant, ce délai de 10 ans est passé à 5 ans, ce qui effectivement dérange énormément les sociétés minières, puisque avant elles étaient assurées que pendant cette période de 10 ans, ce code qui prévoyait des redevances faibles, hein, qui prévoyait peu de participation de l'État, eh bien, elles ont été assurées qu'il n'y avait pas de nouvelles mesures défavorables à leurs intérêts qui allaient être prises. Et donc voilà, maintenant, elles ne sont garanties pour les dispositions actuelles que pour 5 ans. Alors, l'entreprise générale du cobalt. Alors, j'en parle comme grand changement du code minier et je vais expliquer ce que c'est parce que c'est pour moi une conséquence du code révisé. Alors, le code révisé, lui, ce qu'il prévoit, c'est que seuls les membres des coopératives minières ou des carrières peuvent accéder aux zones d'exploitation artisanale, aux zones d'exploitation artisanale. Donc ici, l'entreprise générale du cobalt concerne l'exploitation artisanale du cobalt. Alors, pourquoi tout son intérêt est avec ce code minier révisé? C'est que, d'une part, c'est une entreprise qui appartient à l'État. C'est une filiale de la Gécamine, donc Gécamine qui est 100% détenue par l'État, et donc qui permet alors à l'État d'avoir maintenant, d'encadrer tout ce secteur artisanal de cobalt. Par le passé, on peut pas voilà, maintenant à voir comment ça sera appliqué, mais donc on avait donc ces petits creuseurs qui travaillaient dans des conditions très difficiles et puis qui revendaient alors à bas prix à des intermédiaires leur exploitation, enfin les matières, le cobalt qu'ils avaient voilà, pu exploiter, creuser. Pardon. Et donc cette entreprise générale du cobalt appartient 100% à l'État et ça signifie que maintenant l'État a en tout cas le monopole au niveau du cobalt produit artisanalement. Alors en rappelant, comme je disais tout à l'heure au niveau des chiffres, c'est que pour l'année 2020, le Congo a produit 67%, donc 67% de la production mondiale de cobalt est produite en RDC. Ça veut dire 94 000 tonnes. Et au niveau du cobalt artisanal, ça serait environ autour de 20%. Ça implique donc pour une entreprise qui est détenue à 100% par l'État de pouvoir bénéficier de 20% de ce cobalt artisanal qui est produit. Et donc voilà, donc, comme je disais, donc reprise en main de la filière artisanale par l'État et évite alors aussi que cette filière artisanale de cobalt soit exploitée donc, par des intermédiaires qui achètent à bas prix et soit quittent le territoire de manière illicite sans traçabilité. Alors maintenant, donc, je vous ai exposé, donc, j'ai parlé des grands changements donc, du code minier. Comme je le disais tout à l'heure,
en regardant ces grands changements, ce qui est aussi pour moi intéressant à voir, c'est quelles sont les grandes sociétés donc, qui sont présentes, quelles sont les grandes sociétés qui sont concernées par ce code minier. Et donc là, j'en ai repris et j'ai repris les. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont que tous, elles exploitent ou qu'elles produisent. Hein. Certaines ont des productions comme à l'arrêt, comme Glencore, mais ça ne les empêche pas, en tout cas, de s'opposer au code minier. Et moi, ce qui m'intéresse dans ces grandes sociétés, c'est notamment, enfin, en tout cas ici, principalement par rapport à ce code minier révisé, c'est leur actionnariat. Et donc là, je vais vous parler de l'actionnariat de ces sociétés. Alors, Tenke Fungurume Mining. Alors, Tenke Fungurume Mining, c'est une des plus grandes entreprises productrices de cuivre et de cobalt en RDC. Alors, au niveau, quand on regarde l'historique de Tenke Fungurume, c'est une entreprise américaine, Freeport-McMoRan, qui a été rachetée en 2016 par deux sociétés, par la société China Molybdenum. Et là, cette société dispose de 56% de l'actionnariat de Tenke Fungurume et par la société BHR Partners. Voilà, pardon. Par la société, je cherchais pour le troisième actionnaire, c'est la GKB. Donc par la société BHR Partners, qui dispose de 24% de l'actionnariat, et la GKB, elle, a conservé 20% de son actionnariat. Alors, quand on parle de Tenke Fungurume, bien souvent, on entend dans la presse société chinoise. Alors, oui, en partie, mais pas exclusivement. Si on regarde, donc, on a, comme je disais, il y a la GKMIN qui est là présent à raison de 20%, mais si on regarde les actionnaires de China Molybdenum, il y a également des actionnaires qui sont en fait américains, qui sont également américains, je les ai mis après, mais donc on a des actionnaires singapouriens, on a aussi suisses, on a voilà, des sociétés américaines, hein, plusieurs sociétés américaines, qui sont aussi dans actionnaires de China. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont les actionnaires majoritaires, puisque effectivement, China a comme actionnaire majoritaire des sociétés chinoises, et aussi on a un homme d'affaires milliardaire chinois qui est actionnaire aussi de manière assez importante. Alors, j'ai pas repris les chiffres au niveau de l'actionnariat. Pourquoi? Parce que je veux pas m'avancer avec des certitudes au niveau des chiffres. Ce que je peux dire, c'est qu'ils sont actionnaires, et ce que je peux dire, c'est que les sociétés chinoises sont actionnaires majoritairement, enfin pas les sociétés chinoises, on a un homme d'affaires chinois aussi qui est actionnaire, mais donc que, en tout cas, dans cet actionnariat, il y a des actionnaires, comme je le disais, autres que chinois. Alors voilà, ça c'est pour Tenke Fungurume Mining. Alors une autre grande société, c'est Kamoa Holding. Bon, faut s'en sortir un peu dans les sociétés. Moi-même, parfois, voilà, il faut avoir, comme je disais tout à l'heure, des informations qui sont actualisées. Alors, Kamoa Holding, là, c'est une société avec un actionnaire canadien. Donc, on a Ivanhoe Mine qui est dedans, et on a aussi une société donc, qui s'appelle Zijin Mining à hauteur de 39 ou 49%, et donc ça modifie aussi pour Ivanhoe, mais là j'ai aussi à vérifier au niveau de ces chiffres. Mais donc on a un actionnariat canadien, on a aussi chinois, et on a l'État congolais qui est actionnaire à raison de 20%. Alors là aussi j'ai voulu m'intéresser à la société chinoise Zijin Mining, et en regardant donc ses actionnaires, on voit qu'effectivement on a des sociétés chinoises. Et quand je parle de sociétés chinoises ici, ce sont des sociétés qui sont sous la tutelle de l'État, mais on a également, dans une moindre mesure, mais on en a des sociétés américaines. Donc voilà, ça c'est pour Kamoa Holding. Donc que ce soit pour Tenke Fungurume et pour Kamoa Holding, dedans on a un actionnariat qui est autre que chinois. Alors, deux autres grandes sociétés, on a Sikomin et Kibali Gold Mine.
j'irai un peu plus vite donc, pour ces sociétés. Alors, Sicomine a pour actionnaire majoritaire, elle, c'est par contre bien clair, c'est un actionnariat chinois. Et ce sont ces sociétés ici, China Railway et Sinohydro, ce sont des sociétés qui sont publiques, si je ne me trompe pas. Maintenant, je pense que Thierry Perrault pourra donner plus de précision là-dessus. Ensuite, la Gécamine a 32%. Donc Gécamine détenue à 100% par l'État congolais. Voilà, ça c'est donc pour la Sicomine. Ensuite, pour Kibali Goldmine. Alors Kibali Goldmine a comme actionnaire Sokimo, donc une société minière de Kilomoto, à raison de 10%, et a comme autre actionnaire Barrick et Anglo Gold Ashanti. Donc Kibali Goldmine, c'est une société qui n'a pas d'actionnariat chinois. Les principaux, donc les Sokimo, c'est l'État congolais qui est détenteur à 100%. Barrick, c'est une société canadienne, et Anglo Gold Ashanti, c'est une société sud-africaine. Voilà. Alors maintenant, j'en viens à Glencore, et c'est la dernière société dont je vais passer en revue au niveau de l'actionnariat. Alors Glencore, c'est une société anglo-suisse qui a donc deux filiales en RDC, Mutanda Mining et Kamoto Copper Company. Alors, elles produisent du cuivre et du cobalt. Alors, pour Mutanda Mining, il faut savoir que ces sociétés, quand même, c'est une filiale qui a été à l'arrêt 2019-2020 et donc qui est à relancer. Alors, maintenant, pourquoi elle a été à l'arrêt? Voilà, on n'a pas de certitude. En tout cas, ce qu'a annoncé la société, c'est qu'elle a arrêté sa production parce qu'elle devait réhabiliter son site. Maintenant, elle a commencé à être à l'arrêt pas longtemps après la promulgation du code minier. Et Glencore est une société qui s'est opposée depuis le début assez farouchement à l'adoption du code révisé. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une sorte de moyen de pression comme ça de la part de Glencore par rapport à ce code minier? Voilà, on pourrait penser en tout cas à ça. Alors, à tenir compte que dans la filiale de Glencore, Kamoto Copper Company, dedans, on a la Gécamine qui est actionnaire à 25%. Donc, l'État congolais garde une partie chez Glencore, chez sa filiale en tout cas. Voilà. Donc, au niveau de ces 5 sociétés, j'ai mis 4 ici, mais là, il y en avait 2. Ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, l'identité de ces sociétés, c'est-à-dire quels sont leurs actionnariats par rapport au regard de ce qu'on dit à la Chine et à la présence des sociétés chinoises au Congo. Et donc, ce que moi j'en tire comme conclusion, c'est que d'une part, il y a des sociétés qui sont des grandes exportatrices qui ne sont pas des sociétés chinoises, et il y a parmi les sociétés chinoises des sociétés, parmi ces sociétés chinoises, un actionnariat qui n'est pas exclusivement chinois. Alors j'en viens maintenant donc à l'opposition de ces sociétés au code minier. Comme je disais tout à l'heure, le processus de révision du code minier, il a commencé en 2012. Donc en 2012, 10 ans après l'adoption du code en 2002. Et c'est un processus qui a été bloqué à de nombreuses reprises, notamment donc, par les sociétés minières en 2015, qui contestaient le taux de redevance annoncé, qui contestaient aussi la clause de stabilité. Et on a également aussi la Chambre des mines, qui est une structure au sein de la Fédération des entreprises congolaises, qui a aussi dénoncé donc, le projet de code révisé. Donc, la Chambre des mines disait que c'était inacceptable ce code minier révisé avec l'augmentation de la fiscalité qu'il prévoit, et notamment le fait d'appliquer immédiatement une redevance plus élevée. Alors, j'ai repris ici une phrase d'un PDG d'une société qui exploite l'or au Congo, qui s'appelle Marc Bristow, PDG de Randgold, qui a en fait menacé donc,
en 2013, hein, donc dans les débuts de la révision du code, qui a menacé de recourir à l'arbitrage international suite à ces projets de révision, ce qu'ils n'ont pas fait, en tout cas pour l'instant. Et il disait ceci à propos du projet de révision. Il disait, voilà, si on appliquait le nouveau code minier qui est proposé, nous recevrions à peine 25% des revenus. Ce n'est pas une alternative économique. Les investisseurs n'investissent pas à 100% si le retour n'est que de 25% des revenus. Bon, voilà, le cadre est posé, un PDG comme Marc Bristow, voilà, la question de l'intérêt de l'État congolais, de l'intérêt de la population congolaise, on ne peut pas s'attendre à autre chose, hein, n'est pas son intérêt. Ce qui l'intéresse, donc c'est les revenus, c'est les bénéfices que la société peut en retirer. Et donc c'est de cette manière, et c'est comme ça qu'elle justifie donc son opposition au code minier révisé, au projet de code à l'époque. Mais donc malgré toutes ces oppositions, l'État congolais de l'époque hein, a tenu le cap et le code a bien été révisé et les dispositions en matière de redevances ont été maintenues. Alors, après la promulgation de ce code, eh bien, à nouveau, les oppositions continuent et donc ce qu'on a constaté, c'est que 8 grands patrons de ces entreprises minières sont allés voir et donc sont allés se plaindre au président de l'époque, Joseph Kabila, mais aussi du ministre des Mines. Et donc elles ont fait une pression hein, sur le gouvernement congolais. Et elles se sont organisées hein, sous un... Voilà. Donc c'est une organisation de lobbying qui s'appelle Mining Promotion Initiative. Et elles sont organisées là pour faire bloc contre ce code minier révisé. Alors, je reprends les noms ici des sociétés qui étaient présentes lors de la rencontre avec le président Joseph Kabila et le ministre des Mines. On a la société Randgold Resources, qui est une société britannique. On a la société Glencore, une société anglo-suisse. On a la société Ivanhoe Mines, une société canadienne. On a une société ici, Gold Mountain International, qui est une société actionnaire Zijin Mining. Donc, Zijin Mining est une société chinoise, hein, comme j'en ai parlé, je pense, tout à l'heure. Non, j'en ai pas parlé. Mais société avec un actionnariat chinois, mais aussi majoritaire, mais aussi avec un actionnariat américain. Alors, on a une autre société ici, MMG, mais là, je n'ai pas trouvé. Donc, ça, je dois revérifier. Alors, on a la société Crystal River Global, qui est une société canadienne. Et puis, on a la société China Molybdenum, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, société avec un actionnaire chinois, mais aussi actionnariat américain, singapourien, suisse. Et puis, on a Anglo Ashanti, une société sud-africaine. Donc, quand on voit l'ensemble de ces sociétés qui se sont opposées et qui continuent à s'opposer au code minier, ce n'est pas des sociétés à majorité chinoise. On voit qu'on a des Britanniques, des Canadiens, des Américains. Donc ça, c'est le propos. Donc moi, c'est ce que j'en tire, en tout cas plutôt comme constat, et dont on doit être vigilant aussi lorsque l'on parle des oppositions au code minier, d'avoir en tête que d'ailleurs la majorité des sociétés ne sont pas des sociétés qui sont chinoises. Et en sachant que ces sociétés qui sont opposées, c'est elles qui exploitent donc plus de 80% des mines de cuivre et de cobalt au pays, qu'elles ont donc, ici je donne des précisions, elles ont envoyé des cabinets d'affaires pour s'opposer à la clause de stabilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une clause qui les dérange véritablement, puisque par le passé, ça leur garantissait pendant 10 ans de ne pas avoir des mesures qui allaient être défavorables pour elles. Elles sont opposées donc aux redevances et taxes minières et donc elles demandent alors une diminution, puis elles demandent aussi plutôt que ce soit en fonction de la montée ou de la baisse des cours des minerais. Et donc à toute cette opposition, comme je disais, le gouvernement congolais a maintenu le cap. Et après d'ailleurs les élections présidentielles, le président Félix Tshisekedi il y a eu quand même encore des décrets qui ont suivi. Donc pour l'instant, le cap est maintenu. De ce code et puis de décret d'application. Et je tiens ici il y a une phrase ici qui a été prononcée par Albert Youma que j'ai cité tout à l'heure,
qui est donc le président de la Fédération des entreprises congolaises, mais qui est aussi le président de la GECAMIN, donc GECAMIN qui est détenue à 100% par l'État congolais, et qui s'est montré assez ferme à l'égard des oppositions de ces sociétés. Et donc, il disait ceci en 2018. La FEC, donc la Fédération des entreprises congolaises, n'a jamais été et n'a pas vocation à devenir la tête de pont des intérêts particuliers de tel ou tel, quand ceux-ci ne lui semblent pas conformes au bien commun et à l'intérêt supérieur de la nation. Donc, voilà, il rappelle aux sociétés que la Fédération des entreprises congolaises n'a pas cette vocation à être dans l'intérêt des sociétés, mais l'intérêt de la nation. J'écoutais encore tout à l'heure une interview de lui, et donc il insiste là-dessus, moi c'est l'intérêt de la nation. Donc on lui demandait s'il avait changé par rapport au changement de président, s'il changeait de cap, et on lui dit, moi c'est l'intérêt de la nation, et en tant que président aussi du conseil d'administration de la GECAMIN, c'est l'intérêt de la nation. Après, voilà, ce sont des déclarations, hein, donc ben, voilà, mais ceci dit, le cap est maintenu et le ton est ferme. Donc, moi, ce que j'en tire comme conclusion par rapport aux questions que je me posais, donc d'une part, comme je le disais, c'était qu'est-ce que prévoit ce code minier et dans quelle mesure il prévoit une gestion plus souveraine, dans quelle mesure il renverse la tendance. Ce que j'en tire comme conclusion, c'est qu'il y a des grandes avancées. Je pense que l'augmentation des redevances, des taxes, la gestion d'un fonds pour les générations futures, une plus grande participation de l'État congolais, mais aussi de la clause de stabilité, c'est en tout cas un instrument qui permet de contribuer, parce que bon, ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là, hein, on est loin, on part de loin aussi, donc, mais c'est en tout cas un instrument qui permet de bousculer, là je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, mais je dirais plutôt de bousculer la stratégie de domination des grandes sociétés. Quand on regarde toutes ces mesures, eh bien, oui, ça les bouscule bien parce qu'effectivement, plus de recettes. Effectivement, au niveau du capital social, elles sont obligées d'accepter l'État congolais à raison de tel pourcent. Donc, effectivement, il y a un fonds pour les communautés locales, etc. Et donc, elles sont vraiment bousculées dans leur domination. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, donc ici, je ne vais pas revenir, je vais quand même le préciser, mais comme je l'ai dit, donc, les sociétés qui se sont opposées au code minier, mais principalement, ce ne sont pas des sociétés chinoises, il y en a, mais ce ne sont pas principalement des sociétés chinoises. Et donc, voilà, ce que moi je pense maintenant pour la suite, quand on regarde les oppositions à ce code, c'est de bien veiller, de suivre ce qui va venir, et donc de suivre toutes ces oppositions, de pouvoir aussi, je dirais, suivre dans quelle mesure et de quelle manière elles s'y opposent, dans quelle mesure elles bousculent aussi, et dans quelle mesure elles ont un rapport de force, hein, et donc de ne pas se laisser faire, en tout cas, étant donné que au niveau de la respect de la souveraineté du Congo, on doit surveiller ces sociétés dans ce qu'elles vont faire, et donc aussi qui sont ces sociétés et de quelle manière elles le font. Alors, je le disais aussi, et là maintenant c'est aussi à voir pour la suite, c'est dans quelle mesure hein, ce code minier révisé va permettre de transformer finalement cette malédiction des richesses naturelles du Congo en un bien-être de la population. Et donc ça c'est une question donc, qui pour moi en tout cas, et qui me semble beaucoup trop tôt, reste sans réponse pour l'instant, et qu'il convient aussi de suivre et de déterminer si effectivement ça sera un instrument qui va permettre d'améliorer les conditions de vie de la population. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet exposé et que vous avez rondement mené. Là, il est 10 heures, donc avec
le retard. Hein. Vous voyez, vous êtes bien dans les 45 minutes. C'est absolument parfait. Je suis également très content de cet exposé parce qu'il est tout à fait dans l'esprit de ce séminaire, en ce sens que nous cherchons à prendre de la distance par rapport aux informations pour leur donner leur réelle dimension. Et de ce fait, la façon dont vous repositionnez les entreprises chinoises sans les exonérer est quelque chose qui est tout à fait enrichissant. Alors, je dirais que le sentiment général que je retire de cette présentation, c'est le fait que toutes ces entreprises montrent que les entreprises chinoises, comme les autres entreprises, participent à une espèce de mondialisation de l'activité économique et que donc, s'il est nécessaire d'avoir une réglementation, il faudrait qu'il puisse y avoir une réglementation internationale plutôt que d'avoir simplement des tentatives locales, car c'est là où peut se poser le plus gros problème, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir un code, encore faut-il pouvoir l'appliquer et si on l'applique, pouvoir en contrôler cette application. Entre autres, j'ai noté qu'il était prévu de limiter les exportations de matières brutes. Comment peut-on contrôler l'exportation de matières brutes et à quel niveau va-t-on poser le problème? Par exemple, en ce qui concerne le cuivre, on sait qu'on va exporter du cuivre généralement après un premier affinage, car ça deviendrait beaucoup trop cher de l'exporter brut. Donc là aussi, il y a une question d'appréciation. Lorsque l'on parle vous avez parlé aussi de sous-traitance, le problème, c'est aussi de voir à qui appartiennent les entreprises sous-traitantes. S'il s'agit effectivement d'entreprises qui sont purement locales, ou bien s'il s'agit de sous-traitants qui viennent de l'extérieur. La même question peut se poser à propos du rapatriement des fonds. Hein. Ça peut marcher si ce sont des sociétés congolaises, mais comment vous allez faire s'il s'agit de sociétés, dirons-nous, étrangères? Est-ce que vous pouvez leur imposer de réinvestir leurs bénéfices sur place? Non, certainement pas. Sans ça, ils n'auraient aucun intérêt à s'installer. Donc, il faut bien avoir quelque chose à leur donner. Et également, vous parliez des prêts, mais il s'agit des prêts accordés par qui et à quelles entreprises également. Là, c'est tout un certain nombre d'éléments. Enfin, donc on voit l'intention qui est derrière, mais on ne voit pas très bien comment on va pouvoir encadrer tout ça, contrôler tout ça, en fonction précisément des statuts d'entreprise qui peuvent être très différents, parce que vous pouvez avoir une entreprise, dirons-nous, de droit congolais qui est en fait détenu par une entreprise non congolaise, ce qui ne fait que multiplier les difficultés. Alors, pour aller toujours dans le sens de votre expression, je voudrais reprendre l'expression majoritairement non chinoise. L'expression dite comme ça pose problème parce qu'effectivement, vous avez listé un certain nombre d'entreprises et si vous en avez 2 sur 3 qui sont chinoises, elles ne sont pas majoritairement chinoises. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est leur poids exact. Donc, leur poids dans la production. Est-ce qu'elles représentent, je veux dire, 50% de la production, 85 ou 10%? Et de même, les montants des impôts qu'elles sont amenées à reverser, puisque les taux sont différents selon les secteurs. Est-ce que effectivement les entreprises chinoises ou les entreprises à capitaux essentiellement chinois sont des entreprises qui ont un poids plus important, moins important ou en moyenne? Et c'est à ce moment-là qu'on pourra effectivement complètement évacuer, si c'est possible, l'essentialisation à laquelle on procède et qui interdit d'avoir une analyse fine que vous tentez par ailleurs. Alors, dans la description des entreprises, celles que vous les avez évoquées, alors effectivement, il serait nécessaire d'aller un petit peu plus loin, d'autant plus qu'il y a 2 éléments qui m'ont paru un petit peu bizarres. C'est l'actionnariat que vous avez attribué à des bureaux de gestion d'actifs publics et qui en fait ne signale pas systématiquement le fait que les entreprises soient des entreprises publiques, mais signale que ce sont des entreprises, là dans un cas,
elles sont des entreprises de la municipalité de Pékin, et dans l'autre cas, c'est des entreprises de la province du Fujian, c'est-à-dire ce ne sont pas des entreprises a priori telles que vous les présentez, qui seraient sous la tutelle du gouvernement central. Et ce qui pose le problème dans une dimension totalement différente, en ce sens qu'à ce moment-là, vous avez affaire à des entreprises à capitaux publics qui ont un comportement qui est assez comparable aux entreprises à capitaux privés ordinaires. Tandis que si on avait affaire à des entreprises à capitaux, des entreprises centrales, donc dirigées par la SASAC en tant que telle, et non pas les bureaux provinciaux de la SASAC, à ce moment-là, vous pourriez davantage dire que ces entreprises expriment, dirons-nous, une stratégie nationale. Donc, vous voyez, ça peut être intéressant d'arriver à aller un peu plus loin, et donc pour ça, il faudrait retrouver exactement l'arrière-plan de ces entreprises, et d'autre part, dirons-nous, lever l'hypothèque sur un investissement par un bureau administratif. Il faudrait revoir. Alors, sans ça également, une remarque que je voulais faire, c'est une remarque qui concerne le début de l'exposé. Vous avez parlé de forte croissance en reprenant des chiffres qui sont des chiffres que ce n'est pas vous qui les avez calculés, bien entendu. Mais le problème, ce qui est important, c'est de savoir si cette croissance, c'est une croissance économique générale ou bien elle résulte simplement de la croissance de la production de ces produits. Car c'est tout à fait, parce que comme ces produits sont par la suite exportés, si ce n'est que la croissance, ça ne reflète que cette croissance-là, les retombées pour l'économie congolaise risquent d'être relativement minimes. Bon. Alors, d'autre part, vous avez, ce qui serait intéressant de voir serait plus que la croissance, c'est dans quelle mesure on peut avoir une approche en matière de développement économique et social pour essayer d'évaluer les conséquences de ce code minier. Il est vraisemblablement sans doute trop tôt, et surtout dans la conjoncture actuelle, pour pouvoir se poser très exactement le problème en ces termes. Mais de l'autre côté, ce qui pourrait être intéressant de voir, c'est l'évolution de l'emploi des recettes budgétaires que cela crée. Dans quelle mesure vous avez un changement dans la structure du budget, par exemple, on verrait que le fait d'avoir des ressources supplémentaires va permettre d'augmenter le budget de l'éducation nationale et ainsi de suite, ou bien alors si vous avez des fuites ou des déperditions. Et c'est à ce moment-là où vous pourrez effectivement évaluer l'impact que pourrait avoir ce code minier. Donc, on en revient toujours à la question centrale, qui est effectivement la question du contrôle de l'application de ce code minier, éventuellement, dans quelle mesure il peut y avoir des phénomènes de corruption qui pourraient interdire une bonne application et des contrôles de ce code. Alors, avant de vous laisser la parole pour répondre à ces remarques générales, je signale aux uns et aux autres que si vous voulez vous exprimer, vous utilisez, alors voilà, Hugues Losberg connaît la manœuvre, et lorsque vous aurez répondu, on commencera par lui passer la parole. Merci. Voilà, merci, merci pour les remarques. Je ne vais pas pouvoir en tout cas répondre maintenant à toutes ces questions. Voilà, elles sont nombreuses et je n'ai pas en tout cas connaissance, je n'ai pas réponse à l'ensemble de ces questions. Alors, je reprends en tout cas un élément quand vous parlez de la croissance. Ce qu'on observe, c'est au niveau de la croissance économique du Congo, c'est lié au développement de sa production. C'est lié au développement de sa production industrielle et de cobalt. Donc, on peut supposer de manière quand même, avec une certaine certitude qu'il y a un lien entre cette croissance et cette production. Il n'y a pas de diffusion. Il n'y a pas de diffusion en dehors du secteur minier. C'est-à-dire que ça résulte directement du secteur minier. Il n'y a pas eu, disons-nous, d'effet d'entraînement. Oui, ça c'est effectivement, voilà. Alors, autre chose, vous avez parlé tout à l'heure, mais encore faut-il que ce code minier soit respecté. Bon, ça c'est comme, je dirais, comme tout code, comme toute disposition légale,
il y aura toujours des tensions et il y aura toujours des violations. Et effectivement, ici, l'État congolais est un État qui est faible dans le rapport de force au niveau mondial. Donc, c'est tout un défi pour lui de le faire respecter. Après, voilà, il y a l'aspect des sanctions qui sont prévues dans le code minier. Mais là, justement, je ne vais pas pouvoir y répondre. Mais alors, c'est quelque chose sur lequel je vais vérifier dans le code ce qui est prévu. Ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu dans le passé de nombreuses révisitations des contrats miniers. Et donc une série de contrats que les autorités congolaises de l'époque qui avaient été conclus dans une période de guerre et qui prévoyaient donc des conditions défavorables ont été revus. Et donc là, l'État congolais a exercé alors un rôle qui a pu permettre d'aboutir à des meilleurs contrats. Donc voilà, donc c'est aussi un aspect dont on peut, en tout cas, auquel on peut penser. Alors, au niveau de la réglementation au niveau international, alors voilà, moi je suis spécialisée dans les droits de l'homme, mais je ne suis pas spécialisée dans ce domaine, mais effectivement, il y a différents instruments internationaux que voilà, on pourrait imaginer qui pourraient jouer dans le respect de ce code. Et au-delà de l'aspect juridique, il y a aussi cet aspect de rapport de force et cette déstabilisation, pression politique qu'il peut y avoir également, et donc qui est un aspect aussi important pour le respect du code, c'est de pouvoir au niveau politique maintenir le cap. Et ça, il appartient au gouvernement congolais qui vient d'être changé ici, qui vient d'être manié, de garder le cap. Alors, au niveau de l'actionnariat, ce n'est pas quelque chose de facile, je trouve, d'aller chercher précisément, surtout pour les sociétés chinoises. Mais donc, vous avez raison, là, vous êtes revenu sur les sociétés qui sont donc sous la tutelle de l'État. Moi, je m'y connais moins bien là-dedans, mais donc, vous avez expliqué qu'effectivement, il y a des sociétés, ce n'est pas des sociétés sous la tutelle de l'État, mais ce sont des sociétés, il y en a une, c'est de Beijing, hein, je pense, hein, comment c'est la ville de Beijing. Oui, donc, Pékin. Voilà, donc voilà, ça c'est un élément. Alors ensuite, je regarde. Oui, voilà. Et donc ce que vous disiez aussi, c'est au niveau de l'emploi des recettes. Et oui, donc ce n'est pas maintenant que l'on peut dire si ces recettes vont être utilisées au développement du pays, mais c'est quelque chose dont on doit regarder de près, puisque c'est ça l'intérêt, c'est que ça serve à la population, et donc de regarder ces chiffres effectivement en termes d'emploi, mais en termes aussi au niveau de l'éducation et de la santé, la santé au Congo. Voilà, ça c'est ce que je peux répondre aujourd'hui aux remarques. Je vais passer la parole à Hugues Losberg. Alors oui, bonjour tout le monde. D'abord, avant de me présenter, je tenir d'abord à vous remercier. Merci pour avoir organisé ce séminaire. Merci à Thierry Perrol. Excusez-moi si j'ai fait une erreur sur le nom. Perrault, merci beaucoup. Et merci à vous aussi, Isabelle Munot. D'ailleurs, nous sommes membres du même organisme, Intal. J'ai beaucoup appris, merci beaucoup. En fait, moi, je suis… Merci, bonjour Isa. Moi, je suis Hugues Losberg Masikini, je suis militant d'Intal au Congo. Intal a plusieurs branches. Et en fait, j'avais juste deux questions à poser pour ne pas être trop long, parce que j'avais aussi suivi Albert Yuma, et en fait, qui avait révélé des détails qui nous échappaient un peu par rapport aux entreprises qui exploitent les mines au Congo. Il disait que la plupart de ces entreprises-là n'ont pas ramené des capitaux propres pour avoir accès aux mines. Ils sont juste venus et ils ont mis en gage les ressources minières du Congo. Ils ont commencé à exploiter. Du coup, nous, ce que nous aimerions voir, comment se fait-il que
l'État congolais qui a des actifs n'a pas assez de pouvoir de décision dans les organes de décision de ces entreprises-là. Du coup, pour cela, ben, il faudrait bien savoir quelles sont les clauses contractuelles de ces contrats miniers. Et deuxièmement, ma deuxième question, c'est j'ai vu que vous avez donné des chiffres sur les revenus et des recettes de l'État qui sont en francs congolais. Vous savez, vous et moi, que les francs congolais sans aérien, c'est la même chose, ça n'a aucun pouvoir. Donc, 2 milliards de francs congolais, c'est presque rien du tout. Et du coup, moi, j'aimerais savoir quelles sont les parts des revenus et des recettes des entreprises minières et quelle est la part qui revient à l'État congolais. Comme ça, nous pourrions faire exactement la comparaison de si c'est juste ou pas. Vous voyez? Merci. D'accord. Alors, merci Hugues, merci d'assister aussi, d'être présent. Alors, au niveau de ta dernière intervention donc sur les recettes, je n'ai pas la réponse maintenant. Donc ça, je vais y regarder. Mais alors, en ce qui concerne ce que disait Albert Yuma avec les capitaux propres, donc j'ai écouté également cette intervention. Et donc, disons que, voilà, comme tu dis, l'État congolais n'a pas assez de pouvoir de décision. Bon, d'une part, je pense, élément à tenir compte, c'est la présence de l'État congolais dans le capital social des sociétés qui a augmenté. Et certes, elle reste minoritaire, et donc Albert Yuma le dit, hein, ça reste minoritaire, mais elle a augmenté, en tout cas. Cette part est passée de 5 à 10%. On part de loin, donc je pense qu'on doit aussi tenir compte de ça, c'est qu'on part de très loin pour la RDC. Ensuite, au niveau du pouvoir de décision, j'ai envie de prendre comme exemple le rachat de Freeport-McMoRan par les sociétés China et BHR Partners. On sait que ça s'est fait aussi, et dont la GECAMINE est aussi actionnaire, on sait que ça s'est fait aussi sans prévenir la GECAMINE. Et donc, on voit que des sociétés négocient entre elles et s'arrangent entre elles sans respecter, parce que là, il y a aussi un droit d'être informé et un droit de pouvoir aussi faire une offre dans le rachat. Et donc, effectivement, les sociétés, là, ne respectent pas. Et donc, c'est là qu'il faut être vigilant aussi dans le contrôle du respect par les sociétés quand elles rachètent, ce qui est prévu aussi pour les autorités congolaises. Après, je ne sais pas dire plus là-dessus. Donc, tout à l'heure, est-ce que peut-être tu peux me repréciser, parce que là, je n'ai pas bien compris la fin sur les recettes. Donc, tu disais en milliards de francs congolais, donc ce n'est pas grand-chose. Moi, ce que je peux donner comme chiffre que j'ai, mais je n'ai pas converti en dollars ici, je les ai ici sous les yeux, c'est toutefois la croissance qui est quand même, je regarde ici, non, effectivement, les francs congolais, voilà, je pense que maintenant, il faut à peu près 1200 francs congolais, 1400 francs congolais pour avoir 1 euro, donc ça n'a pas la même valeur, mais ceci dit, on a une augmentation et elle est ce qu'elle est, mais cette augmentation se poursuit principalement depuis les années 2007. Pour Voilà. les chiffres, Isabelle, $1, ça fait maintenant 2000 francs congolais. Donc, $1, 2000 francs congolais. Ouais, ça fait donc 2 milliards. C'est vrai que on entend 2 milliards en francs congolais, mais si on les convertit en dollars ou en euros, ça aérien, c'est la même chose. Donc, pour moi, c'est vrai qu'on a une évolution par rapport aux recettes, mais il y a encore du chemin à faire. Voilà. Oui, ça fluctue. Hein. Je pense que moi, la dernière fois que je suis allée au Congo, je pense qu'on était à 800 francs congolais pour $1. Donc, je voudrais dire qu'en fait, la conversion n'est intéressante que si on regarde les choses par rapport à l'extérieur. Mais si on regarde l'impact sur l'économie interne, le fait de raisonner dans la monnaie locale, ça ne pose pas de problème, puisqu'en fait, on peut voir les évolutions
par rapport au budget, si ça représente 2% en plus du budget, 10%, etc. Et donc, à ce moment-là, ce n'est pas significatif. Mais je voulais revenir à une chose que disait Hugues Losberg tout de suite. Il parlait de mise en gage. De mise en gage de quoi et par qui? Là, je n'ai pas suivi la remarque que vous aviez faite au début de votre intervention. Ok, merci beaucoup, Thierry. En fait, je pourrais éventuellement vous transmettre via Isa l'intervention d'Albert Yuma, comme ça vous comprenez plus facilement. Oui, En fait, volontiers. il parlait en fait de quand les entreprises qui exploitent les mines au Congo arrivent chez nous au Congo, ils ne ramènent pas les capitales nécessaires pour avoir les permis. En fait, ils négocient avec le gouvernement pour avoir accès au permis et grâce au permis, ils vont mettre en gage ces permis-là pour dire que non, nous avons les matières premières, prêtez-nous de l'argent pour exploiter ces matières premières-là. Donc, en gros, ils achètent les permis avec rien du tout et ils exploitent, ils gagnent plus d'argent. C'est ça les problèmes. D'accord, pigé. Oui, je confirme tout à fait, Hugues. J'ai entendu cela et oui, ils viennent avec des prêts et pas avec un capital. Oui. Si vous pouvez pas communiquer le document, ça serait de toute façon tout à fait intéressant. Oui, je vais passer maintenant la parole à Tony Busselen, qui est le premier des deux qui a levé la main actuellement. Ah oui, alors je signale à Roméo Ondoa qu'il faut qu'il aille en bas de son écran dans réaction pour demander à lever la main. En bas de l'écran. Hein. Oui, donc mon nom c'est Tony Busselen. Je suis les événements au Congo depuis le début des années 90. Je suis aussi membre de Intal. Je remercie beaucoup pour l'exposé, mais je voudrais seulement mettre en avant un aspect parce que l'interview d'Albert Yuma a eu beaucoup de réactions parmi les Congolais pour dire que, en fait, vous voyez comment l'État congolais a laissé, a donné tout à l'extérieur. Et maintenant, lui qui est là au pouvoir pendant tant d'années, ou qui est président de la FEC depuis tant d'années, il a collaboré avec ça. Donc, je trouve qu'il faut tenir compte avec les rapports de force réels. En 2002, quand le code minier, le premier code minier a été écrit, il a été écrit. On vous a perdu. Était vraiment dans une situation de faiblesse extrême. Pardon? On vous perd de temps en temps. Pardon? On ne vous entend donc plus. Excuse-moi. Le Congo était dans une situation de faiblesse extrême. Donc, il y avait au milieu d'une guerre, de deux, un budget de 300 millions de dollars, ce qui est absolument pratiquement rien pour un pays pareil. Et aussi mis sous un programme pour en finir avec la dette du passé, la dette de 13 milliards de dollars que Mobutu avait laissé comme héritage. Et donc, ça veut dire que le FMI avait une énorme, jusque 2010, donc c'est en 2010 que cette dette a été acquittée. Et donc, pendant toute cette période, le FMI avait un énorme pouvoir et pouvait dicter effectivement la politique économique du Congo. Et donc, il faut aussi tenir compte avec ça, au lieu de seulement voir ce que le gouvernement congolais a fait ou donné seulement la responsabilité au gouvernement congolais. C'est seulement une chose que je voudrais ajouter à la question de Hugues sur comment ça se fait que l'État congolais a donné ses concessions aux miniers à ces conditions-là. Merci. Vous voulez répondre, Isabelle? Alors oui, mais je pense que c'est important de le préciser.
Et voilà, je le disais tout à l'heure, 2002, on est dans une situation, enfin vraiment, on est dans une situation d'un pays qui est complètement détruit et un pays immense. Donc, 4 fois la France, 80 fois la Belgique, un pays donc, dont les infrastructures sont détruites. Donc, l'électricité a été détruite aussi, la guerre a aussi contribué à ça. Donc, et on a donc aussi une dette énorme, comme l'a expliqué Tony Busselen, qui s'est clôturée, enfin, en grande partie, c'était en 2009 ou 2010. Et donc, moi, je suis toujours aussi partisan de dire on doit être réaliste dans le rapport de force. Et le rapport de force est effectivement qu'à l'époque, on est dans une situation où l'État est confronté à cette dette, est confronté à une destruction du pays. Et donc, il doit se relever par rapport à ça. Et aussi, à l'heure actuelle, quand on pose la question du respect du code minier, voilà, le code minier, maintenant révisé, est une avancée, bouscule la stratégie des grandes sociétés, mais il pourrait faire plus encore. Donc, et ça sera encore un grand défi pour un État de le faire respecter. Et donc, je pense qu'il convient aussi, en tant que société civile, de suivre ça et de pouvoir l'expliquer. Je passe maintenant la parole à Eric Isolo. Allô, Eric Isolo-Yav? Allô, Oui, vous avez la parole. ok, merci beaucoup. Je m'appelle Eric Isoloyav. Je suis militant pour les droits à la santé à l'Étoile du Sud Ensemble. C'est une ONG des droits congolais. Je milite pour les droits à la santé en RDC. Je vous appelle à partir de Lubumbashi. En fait, j'ai bien suivi l'exposé. Merci à Isabelle, merci à Thierry pour l'initiative. En fait, moi, j'interviens dans le cadre de deux questions. En fait, concernant la garantie de toutes ces avancées dans le cadre de la redevance minière, taxe et gestion des fonds pour les générations futures. En fait, quelles sont les stratégies que vous prenez ou vous envisagez afin que ces avancées soient restent Oui, dynamiques au niveau des stratégies que vraiment. on vous a perdu. Ouais, ok. Je disais, quelles sont les stratégies que vous envisagez, donc là je m'adresse à Isabelle, vous envisagez pour permettre à la population de bien s'approprier ces codes miniers par rapport aux dangers qui flottent déjà. Et l'autre question aussi, c'est est-ce qu'il y a-t-il un plan aussi de vulgarisation de toutes ces avancées dans le cadre de redevance minière? Parce que nos communautés doivent vraiment sentir qu'ils sont bénéficiaires totalement, tel qu'on a dit. Est-ce que ça donne un développement au niveau de communauté? Est-ce que la communauté se sent impliquée dans ça? Parce que par rapport à ça, ici, la vulgarisation du code minier n'est pas totalement à jour. Donc, on les partage pas régulièrement au niveau de la population. C'est pourquoi, moi, je pose cette question en tant que membre de la société civile. Est-ce qu'il y a un plan de vulgarisation pour que ces communautés puissent bénéficier de ces codes miniers qui peut le permettre à un développement dans les générations futures? Merci. Oui, merci Eric. Bonjour. Alors, écoute, ce que j'ai pu voir, c'est que les autorités congolaises ont prévu une vulgarisation du code minier. Donc je pense que c'est en cours. Et on voit toute l'importance de cette vulgarisation, puisque ça concerne notamment les communautés locales, le fonds pour les générations futures, la dotation pour les communautés locales. Mais d'une part, le rôle que peut jouer la société civile ici en Belgique, et d'autre part, le rôle que peut jouer donc la société civile au Congo. Et je pense qu'au niveau de la société civile au Congo, il y a véritablement un grand rôle à jouer dans la vulgarisation de ce code. Alors,
voilà, utiliser différents moyens, mais il est effectivement indispensable que la population puisse prendre en main et connaissance de ce code. À défaut, elles resteront aussi, ça restera quelque chose de très abstrait et loin de la vie des gens. Ceci dit, en tout cas, il y a une société, il y a des organisations au Congo qui ont véritablement poussé aussi, qui ont été aussi poussés pour le code minier révisé et donc qui sont voilà, sur le terrain là-dessus. Mais donc, c'est important de pouvoir alors vulgariser aussi les changements qui sont indispensables pour les communautés. D'autre part, comme je disais, il y a la société civile en Belgique. Alors, moi, ici en Belgique, voilà, ce n'est pas que moi, mais ce qui peut être fait, c'est d'une part, c'est approfondir ce que ça implique, hein, ce code minier révisé, mais c'est aussi alors pouvoir publier des informations, publier des analyses qui permettent de dire voilà où on en est à chaque fois et de ça de manière régulière. Je pense que si on avait vraiment à jour des informations sur l'état d'avancement de l'application du code minier et sur le respect ou le non-respect des sociétés, ça permettrait aussi de mettre une pression finalement sur ces sociétés. Parce que là, c'est toute la question de la transparence. Plus les gens savent, que ce soit ici au Congo, que ce soit ici en Belgique, plus les gens disposent de l'information, plus les gens vont comprendre la situation et plus les sociétés elles-mêmes auront une sorte de pression aussi à devoir respecter le cadre légal imposé. Je vais passer la parole à Albertine Chituka. Oui. Oui. Albertine. Bonjour. Bonjour, voilà. Oui, mais merci beaucoup pour la parole. Je voudrais remercier les organisateurs de ce webinaire qui me tombent dessus. J'étais en train de rouler. Je me suis arrêtée pour poursuivre un peu. Voilà. Plus qu'une question, je voudrais faire plutôt un apport. Je crois que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ou peut-être juste avant moi, qu'il y a une besoin de vulgarisation de textes qui existent par rapport à ce domaine d'activité. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment mettre en musique pour que ça marche et que les gens sachent, que la population sache quel est leur droit et comment le défendre. Parce que nous passons beaucoup de temps à pleurnicher, à nous plaindre de ce qui s'est passé, mais nous ne nous impliquons pas assez pour faire en sorte que les choses changent. Donc, je dirais, donc j'appuie ce que quelqu'un venait de dire tout à l'heure par rapport à la vulgarisation, que ce soit en dehors du pays ou dans le pays même. Et aussi, je voudrais qu'on puisse voir par rapport à ce qu'Albert Hume a raconté récemment, quoi qu'il soit aussi responsable de ce qu'il racontait, ce qu'il a accusé, il a été là-dedans pendant longtemps. Donc, il y a le fait que, est-ce que les cadres congolais qui sont désignés à aller négocier sont des gens préparés suffisamment pour se rendre compte qu'ils ont quelque chose à eux et qu'il faut négocier. Il ne faut pas négocier comme un parent pauvre. Il ne faut pas négocier comme un mendiant. Parce que si celui-là qui vient ne peut pas accepter mon offre à moi, il y a quelqu'un d'autre qui attend pour prendre. Donc, je suis plutôt dans une position de force parce que c'est moi qui possède. Celui-là, son argent, il pourra le garder. Il ne gagnera pas autant que ce que moi, je lui offre, je lui propose en ayant un contrat qui permet à mon pays de tirer le meilleur parce que les ressources sont quand même nos ressources. Donc ça, c'est une chose. Est-ce que les cadres qui vont négocier sont vraiment des personnes ressources capables de faire les choses comme il faut? C'est-à-dire que est-ce qu'on y trouve compétence, le savoir-être, le savoir-faire dans ce que ces gens-là vont faire? Une deuxième chose, c'est de voir aussi, toujours dans le sens d'être compétent, et est-ce que
les textes de base qui relient, qui font le contrat qui relie le Congo et les autres partenaires extérieurs, est-ce que les règles qui sont là-dedans sont suivies à la lettre? Est-ce qu'il y a des gens qui veillent pour voir s'il n'y a pas de dérapage et ramener les choses à l'ordre? Et puis, je pense que, comme l'a dit, je suppose que c'est le directeur du cabinet du chef de l'État dans une interview avec Christian Lusakweno, il y a le problème de corruption. Pourquoi est-ce que ces gens, comme l'a dit Hugues tout à l'heure, ces gens-là, ils viennent, ils n'ont pas d'argent et ils sont là, ce sont eux qui vont chercher de l'argent pour nous. Mais c'est parce que le taux de corruption est très fort. Et ça aussi, on doit non pas seulement dénoncer, mais il faut qu'il y ait des actes concrets qui démontrent qu'effectivement, on veut éradiquer cela. Et à la limite, il faut vraiment aller à fond. Parce que ce Youma-là qui parle, ça fait presque une année qu'on nous dit que c'est un malfrat. Mais personne ne l'a arrêté. Il est toujours là en train de passer nous narguer en racontant n'importe quoi. C'est-à-dire que le Congo, c'est comme un poulailler libre où règne un renard libre. Donc tout le monde fait ce qu'il veut. C'est la loi du plus fort. Vous avez un voisin qui du jour au lendemain, il devient très riche, mais les autres ne s'en inquiètent pas. Mais nous vivons dans ce pays, en Belgique. Si on voit sur votre compte un certain montant, on connaît votre revenu normal, on va s'inquiéter. Et donc, il faut qu'on arrive à des choses concrètes. Mais pour conclure, je dirais ceci. Si nous, les Congolais, nous ne nous levons pas, nous ne nous organisons pas pour constituer des fonds avec nos petits moyens, s'il y a 1 million de Congolais qui mettent 100 euros, nous aurons 100 millions. Et s'il y en a plus, s'il y en a qui peuvent faire plus, on peut aller. On peut y aller, on peut relever toutes les entreprises de notre pays qui sont par terre avec des moyens locaux. Le Nigeria s'est levé des fonds chez lui. Le Ghana l'a fait récemment. Mais le problème, c'est que nous n'arrivons pas à nous prendre en charge. Nous voulons que le changement nous vienne d'ailleurs. Et ça n'arrivera jamais. Merci beaucoup. J'espère avoir apporté quelque chose. Merci. Isabelle? Oui, mais réagir en partant de la dernière phrase ici qui vient d'être dite, nous devons nous prendre en main. Alors, et en partant de là, le respect de la souveraineté du Congo est pour moi indispensable à son développement. Après, voilà, il y a des partenariats qui doivent se faire, évidemment, mais je fais le lien avec la corruption. Alors, je trouve qu'il faut faire attention quand on met en avant la corruption, parce que oui, il y a de la corruption, il y a de la corruption au Congo, ça c'est objectif, on ne peut pas le nier. Il y a de la corruption en Belgique, il y a de la corruption en France, il y en a au Congo. Mais il faut faire attention parce que quand on regarde ceux qui viennent avec des arguments de corruption, utilisent cet argument pour justement empêcher la participation, notamment de l'État congolais, dans des entreprises minières. Justement, empêcher un taux de redevance élevé. C'est comme ça que l'on vient pour dire l'État n'est pas capable, et ça c'est une vieille stratégie qui date de l'indépendance, des indépendances des pays d'Afrique, c'est de dire l'État n'est pas capable. L'État n'est pas capable, donc nous le maintenons, nous, sous contrôle, en tout cas, nous gérons son économie, etc. Et donc c'est en ça qu'il faut faire attention avec, quand on vient avec la corruption. Ça c'est un premier élément. Un deuxième élément qui est sur la première partie alors, de l'exposé, la compétence de négocier. Alors moi j'aimais bien une phrase que j'avais lue de Samir Amin, qui était pour moi un grand économiste qui est malheureusement décédé, et donc qui était revenu avec la théorie de l'indépendance sur l'Afrique, et donc l'idée qu'on avait créé une dépendance pour maintenir l'Afrique, avec un centre qui utilise la périphérie, donc les pays du Sud comme le Congo sont la périphérie, le centre qui est alimenté par les pays du Sud. Et donc il disait ceci, il est important de bien négocier. Il est important de bien négocier également avec les Chinois. Alors moi, ce que je trouve justement ici intéressant avec ce code,
c'est que au niveau des négociations, le cap a été maintenu. Alors certes, il y a certainement eu, et peut-être que là d'autres pourront mieux que moi le dire, le cap a été maintenu. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été acceptées telles qu'elles étaient proposées dans le projet de révision. Et donc, on doit quand même avouer qu'on va quand même pouvoir faire le constat qu'on a quelque chose quand même qui est bien ficelé ici. Après, ça ne veut pas dire que c'est parfait, loin de là, mais on a ça, on a quand même cette compétence de négocier. Et au-delà de ça, ce n'est pas qu'une question de compétence, c'est une question de point de vue politique aussi. C'est une question de quelle vision on a aussi. Donc, on peut avoir aussi une vision qui n'est pas en faveur d'une nationalisation ou en tout cas d'une reprise au départ par l'État congolais. Quand vous dites sur se prendre en main, eh bien, je pense qu'on doit être effectivement ambitieux là-dessus et oser vouloir plus. Mais se prendre en main, c'est aussi donc utiliser ces instruments qui existent et les promouvoir, partir de ce qui existe et ne pas détruire justement ce qui a été fait involontairement, hein, il faut faire attention, mais ce que je veux dire, c'est de promouvoir justement ce qui existe, comme ici ce code révisé, comme on a aussi une loi qui a été adoptée, ça date début des années 2010, hein, je pense 2010-2012, au niveau agricole, au niveau de aussi l'aspect que les terres agricoles doivent appartenir en majorité aux Congolais. Là aussi, il y a quelque chose de très intéressant qui a été adopté. On a vu qu'en tout cas, le ministre des Affaires étrangères belge avait réagi en contestant ça. Hein. Il était allé près du président Joseph Kabila dire écoute, tu dois revoir cela. Mais donc là aussi, on a aussi un rôle à jouer parce que c'est difficile d'appliquer dans le rapport de force. Et donc oui, moi j'invite véritablement à la vulgarisation de ce code, et à soutenir des dispositions qui devraient permettre un redressement du pays, contribuer à un redressement du pays. Je voudrais juste ajouter une chose à propos de la corruption. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque que vient de faire Isabelle, mais il y a un autre aspect, c'est que dans bien des cas, la corruption est un facteur mobilisateur et développemental. Ça a été démontré par un économiste américain d'origine pakistanaise qui a bien montré que dans la mesure où ça permettait de motiver un certain nombre d'industriels, ça pouvait être un élément déclenchant. Donc, en fait, ce qui veut dire que le problème de la corruption doit être abordé de façon très nuancée là aussi, hein, de façon à éviter les jugements moraux a priori auxquels nous sommes toujours tentés. Je vais passer maintenant la parole à Sabine Kapunga. S'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, bonjour. Bonjour, on vous entend. Oui, merci Isabelle d'avoir organisé cet entretien. Donc, moi, je travaille pour le CNCD 1111 et je m'occupe donc des partenariats, entre autres le Congo. Je voudrais réagir à la question d'Eyav qui est à Lubumbashi, que je salue. Et je voudrais l'inviter aussi à dire que comme il fait le travail dans le domaine de la santé, moi je suis disposée à te connecter avec les autres organisations de la société civile qui travaillent notamment sur l'impact d'exploitation minière sur l'environnement et la santé des populations. Et donc, la question de vulgarisation des codes miniers, je voudrais rappeler que je ne sais pas si madame qui a parlé de nous prendre en charge est toujours là. Je suis là. Ah, bonjour. Bonjour Sabine. Bonjour. Il y a une société civile qui travaille depuis longtemps, qui se bat. À un moment donné, ils sont dans la contestation, mais à un moment donné, ils sont aussi dans la construction pour aider le gouvernement à se battre par rapport à tout ce que nous avons dit. Et ça fait longtemps que la société civile travaille notamment sur la responsabilité sociale des entreprises, sur les redevances minières, sur les droits des communautés locales. Et dans les cas qui nous concernent ici, la société civile a beaucoup travaillé pour contribuer à la révision du code minier. Ce n'était pas facile.
Mais ils ont vraiment beaucoup travaillé. Il y a les traces de leur contribution aux côtés du gouvernement congolais pour qu'on arrive à réviser ce code minier. Et pour le moment, moi, je peux dire que le CNCD 1111, nous soutenons des plateformes de réseau qui travaillent notamment sur le code minier et qui contribuent à le vulgariser. Mais le problème, c'est que quand on soutient des partenaires qui vulgarisent ce code minier vu l'étendue du pays et qui n'ont pas de moyens d'être partout, là où ils ne sont pas, on a l'impression que ce n'est pas vulgarisé. Non seulement ils vulgarisent le code minier, mais ils accompagnent aussi certaines communautés, notamment au Katanga, certaines organisations paysannes, à mieux écrire leur cahier de charges par rapport aux entreprises. Parce que dans ce code minier, tout est prévu. Tout est prévu, ce qui doit rester au niveau national, ce qui doit aller au niveau des provinces, ce qui va aller aux États décentralisés. Une grande question aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un dialogue permanent entre les acteurs locaux, qu'ils soient du gouvernement ou qu'ils soient de la société civile, pour veiller que les pourcentages qui sont répartis pour les provinces, pour les générations futures, puissent arriver au bon endroit. Et quand ça arrive au bon endroit, ça peut... Tu étais où? À l'avant du train. Ça veut dire que j'ai traversé. Ah, d'accord. Il y a une interférence là. Hein. Et donc, j'étais en train de dire que le plus important, c'est que les acteurs locaux, qu'ils soient de la société civile ou de l'administration, ils doivent être en dialogue permanent pour que les répartitions qui sont faites dans ce code minier, quand ça arrive dans le territoire, ça arrive jusque là où ça doit arriver et ça contribue au plan de développement local. C'est là l'enjeu aussi de lier avec la lutte contre la corruption, parce que la question est aussi que l'argent ne doit pas disparaître en cours de route, quoi. Et donc, bref, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la société civile ici en Belgique, dont nous ne sommes pas les seuls, mais avec d'autres qui soutiennent la société civile congolaise, qui est impliquée aussi dans le dialogue avec les autorités, aussi dans l'accompagnement des communautés, pour que les dividendes de ce code minier tel que réparti arrive au bon endroit, et quand ça arrive au bon endroit, que ça n'arrive pas dans la poche de quelqu'un, mais ça contribue au plan de développement. Évidemment, pour que les communautés soient informées qu'ils ont des droits, il faut aussi les accompagner, les informer, vulgariser non seulement les codes, mais les autres lois qui sont liées, et aussi les aider dans la rédaction des cahiers de charges, les aider aussi dans le dialogue avec les entreprises, et quand le dialogue n'est pas possible, les aider aussi avec d'autres instruments juridiques. Et je vous informe aussi que je profite du micro pour vous dire que les partenaires congolais avec lesquels nous travaillons ont prévu de faire une information et lunch info, une conférence, tout ce que vous voulez, le 7 mai, pour expliquer un peu le travail qu'ils sont en train de faire, pas seulement sur le code minier, mais aussi au niveau de donc industrie extractive avec les obligations du Congo. Ça va se faire le 7 mai. J'enverrai l'invitation à Isabelle qui pourra vous faire parvenir. Alors, Yav, en parité, Isabelle pourra me donner tes contacts et je pourrai te connecter avec les réseaux, les organisations au niveau du Katanga qui travaillent sur le code minier et sur sa vulgarisation. Merci. Alors, je reprends la parole une seconde pour signaler qu'il est bientôt 11 heures. Il y a encore 3 personnes qui souhaitent s'exprimer. Hein, et j'avais aussi une question qui est arrivée qui est très intéressante. Alors, ce que nous allons faire, c'est que les 3 personnes qui ont levé la main vont avoir 1 ou 2 minutes pour poser leurs questions, mais pas plus. Je précise maintenant la dernière question qui m'a été posée, c'est par Jean-Marc Desbois. C'est à propos finalement du rôle de la Chine, entre autres, dans quelle mesure la Chine contrôle-t-elle les infrastructures qui permettent d'écouler les exportations, et d'autre part, qu'est-ce qui justifierait le fait que les entreprises chinoises soient en fait des capitaux mixtes. Bien, et ça sera donc la dernière question. Et après les trois interventions, maintenant, d'abord de Roméo Ondoir, ensuite de Thierry Ahamoug, excusez-moi, je vois juste une partie de votre nom, et de Louis C. Isabelle, vous clorez la séance par vos réponses. Merci. À vous, Roméo, 1 minute. Merci Thierry, merci Isabelle pour cette conférence sur la présence chinoise.
Merci. Ma question porte, loin d'être une question, je vais intervenir ici sur une observation. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis doctorant en sciences politiques. Écoutez, excusez-moi, je vous donne que d'une minute. Hein. Donc, si vous voulez, aller directement à la question. Alors, la question porte en effet sur le contrôle de l'effectivité du code minier, du nouveau code minier. Parce que déjà quelques années, depuis sa mise en forme et sa mise en acte, des voix s'élèvent toujours pour dénoncer des exactions des entreprises aussi bien congolaises qu'étrangères intervenant dans le secteur minier chinois. À cela, nous observons donc que le problème ici n'était pas le code de 2002, l'ancien code de 2002, mais le véritable problème était celui de la responsabilité gouvernementale. Parce que lorsque la société civile dénonce, quelles sont les mesures concrètes qui sont prises par le gouvernement afin de sanctionner ces entreprises-là qui ne respectent pas les lois et règlements qui régissent le secteur minier? Merci. Merci. Louis, si, puisqu'en fait, il y a quelqu'un qui vient de faire défaut. À vous, la parole. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ma connexion est très instable. Très bien. Je vais essayer de… Vous m'entendez bien? Oui, très bien, sans problème. D'accord. Alors, oui, moi, ma question, c'est que, en fait, je travaille sur la question de la… Là, on vous entend plus. Sur la question de la certification des minerais, en fait, donc le processus qui s'est mis en place, disons, voilà, depuis donc un peu ce qu'on a appelé le scandale des minerais de sang, etc. Et puis, voilà, sur toutes les limites de ce discours et sur la manière dont il a été finalement construit sur une vision parfois très limitée, même parfois très partielle, en fait, de la réalité. Et aussi sur les limites, finalement, parce que c'est un processus qui, de par son implémentation, a fini par, dans certains cas aussi, arriver au paradoxe qu'il a pu favoriser, donc on va dire, la contrebande, etc., quoi. Et donc, moi, ma question, ça serait de savoir, là, je vais très vite, hein, donc pas très détail, mais de savoir, vous, à part votre étude en fait, de la nouvelle réglementation, est-ce qu'il y a des mesures particulières en fait, qui vont, voilà, on va dire, venir, on va dire, peut-être réformer ce processus-là, ou en tout cas, voilà, qu'est-ce que, voilà, est-ce que vous avez disons, des réglementations précises sur ces questions-là ou sur une réforme sur ces aspects-là? Merci. Merci. Écoutez, Isabelle, la parole est à vous. Oui, beaucoup de questions, c'est vaste. Alors, je reprends la première question qui était donc le rôle de la Chine et précisément dans quelle mesure la Chine contrôle les infrastructures. Alors, contrôle, voilà, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un contrôle. Ce que l'on sait, c'est que les contrats qui ont été conclus, et notamment le fameux contrat conclu en 2008 avec les sociétés chinoises, c'était un contrat en échange de construction d'infrastructures. Et donc, oui, pas mal de sociétés chinoises sont venues et donc il y a eu construction de routes, mais aussi en matière d'électricité et autres. Donc, voilà, je ne parle pas d'un contrôle, je parle d'un partenariat. Moi, je pense qu'il y a un partenariat et ce partenariat était en échange de la construction d'infrastructures dont le Congo a besoin. Maintenant, il y a encore pas mal de choses à faire en termes d'infrastructures. Une question dont je ne sais pas si au niveau du barrage Inga, qui est un barrage qui pourrait permettre d'apporter l'électricité au-delà du Congo à je pense, 2 milliards d'habitants estimés. Je pense que les sociétés chinoises sont aussi là présentes, mais peut-être Raph, qui est présent aujourd'hui, pourrait le dire, parce que je ne sais pas si mon information est actualisée là-dessus, mais je crois que oui. Donc voilà, dans le rôle de la Chine en termes d'infrastructure, c'est un partenariat, il y a donc ces constructions. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi ces sociétés sont à capitaux mixtes? Moi-même, j'avoue que j'étais étonnée de voir parmi des sociétés comme China Molybdenum, pardon, je parle trop vite, avec des capitaux américains.
Et voilà, on est, je pense aussi, dans un système où, quand on regarde l'affaire avec Freeport-McMoRan, qui finalement est une société américaine qui a été rachetée par une société chinoise, pourquoi des sociétés américaines vont vendre à des sociétés chinoises? On peut dire, voilà, pourquoi elles vont y perdre? Mais je crois qu'il y a aussi une question de liquidité de la part des sociétés. Il y a finalement aussi ces sociétés qui ne disposent pas, et donc c'est ce qui s'est passé avec Freeport-McMoRan, et donc elles ne disposent pas assez pour pouvoir être présentes, mais par contre, elles peuvent quand même être présentes pour un certain capital dans des sociétés chinoises qui alors, voilà, c'est un partenariat, je dirais, mais je n'ai pas la réponse à 100%, mais c'est un partenariat qui se fait notamment pour question d'arrangement comme j'ai dit, parfois de liquidité et autres qui manquent à la société. Mais pas technique, parce que excusez-moi, la question supposait que ce soit éventuellement aussi pour des raisons purement techniques, de maîtrise des techniques. Ah oui, alors oui, ça c'est tout à fait probable, mais là-dessus je ne vais pas m'avancer, ne maîtrisant pas le sujet, mais c'est effectivement probable que pour des raisons techniques. Je sais, lors de séminaires précédents, on en a parlé, hein, de partenariats entre des sociétés chinoises et françaises aussi, où chacun apporte sa technicité, et on a vu aussi une grande évolution aussi au niveau des sociétés chinoises et en termes d'apport technique de la part des sociétés chinoises. Alors, au niveau du contrôle de l'effectivité du code minier, donc là, la remarque qui était relevée, c'est le problème n'est pas le code minier de 2002, mais c'est le gouvernement qui est responsable. Et donc, c'est à lui de prendre des mesures. Mais le code minier de 2002, comme je l'ai dit tout à l'heure, le taux de redevance qu'il prévoyait, c'était un taux de redevance qui était faible. Donc ça c'est une donnée objective. La même chose au niveau de la participation de l'État congolais, la même chose au niveau de l'impôt sur les superprofits. Donc objectivement, on était dans un code qui était très favorable aux sociétés minières. Donc dire que ce n'est pas le problème, ce code de 2002, les chiffres disent autre chose. En tout cas, les dispositions légales du code disent autre chose. Et donc, au niveau du contrôle de l'effectivité du code minier, alors je sais que pour la filière artisanale, il y a une autorité de régulation qui a été mise en place. Donc, c'est récent, mais donc il y a des mécanismes qui sont mis en place. Et donc, comme je dis, on est au début, et là, maintenant, on ne peut pas trop s'avancer, et il y a pas mal de choses à vérifier, effectivement, là-dedans, dans les autorités qui sont là, les mécanismes qui sont mis en place de surveillance. Alors, sur la dernière question, certificat des minerais, là, je n'ai pas très bien compris, en fait, la question. Donc, c'est le processus de certification des minerais, mais je n'ai pas bien compris, en fait. Soit je laisse la personne reposer la question. Si vous voulez, je peux reformuler, mais ce que je demandais, c'est que, en fait, au vu de tous les problèmes qu'on connaît maintenant avec ce qui s'est mis en place quant à ce processus-là de certification, je voulais savoir si, en fait, vous, par vos travaux sur le nouveau code minier, vous avez pu voir peut-être une tendance, en fait, à, je sais pas, disons, à essayer de réformer, en fait, ce processus-là de la part de l'État. Et je ne sais pas si vous voyez les problèmes dont je suis en train de parler, peut-être que ce n'est pas clair. Oui, je pense que c'est une question aussi qui vise… Oui, mais non, je n'ai pas abordé cet aspect-là dans le code minier, donc je ne vais pas venir avec une réponse que je n'ai pas. Donc, mais donc là, vous attirez mon attention là-dessus, et donc je vais effectivement regarder. Mais donc je vois en tout cas ce que vous voulez dire aussi, quand vous parlez, on a construit une vision très limitée là-dessus, sur le certificat des minerais. Ben, ça a été une manière aussi de prendre les gens de manière dans les émotions, plutôt que de manière analytique et technique, en tout cas sur la question de ces minerais de sang. Je sais qu'on a un problème avec l'or, avec le diamant aussi, qui est peut-être la raison aussi pour laquelle il y a une faible, et là vous y connaissez peut-être bien mieux que moi, mais la raison pour laquelle la production de diamants n'est pas plus élevée que ce qu'elle pourrait être. Parfait, écoutez,
Il est 11h02. Je vais remercier de la part de tout le monde Isabelle Minon pour son exposé qui a suscité, comme vous avez pu le constater, un certain nombre de remarques qui s'y signalent qu'il faudrait peut-être continuer et renouveler cette discussion à propos des codes miniers en espérant que quelqu'un puisse vouloir se pencher sur un autre code minier qui serait en voie d'élaboration ou en voie d'application. Donc, je vous remercie de nouveau Isabelle, je remercie tout le monde et je vous signale que la prochaine séance du séminaire Présence chinoise aura lieu le 5 mai et l'intitulé est le suivant, l'influence numérique de la Russie et de la Chine en Afrique. Voilà, à bientôt, merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au plus fort, nous avons été 31. D'accord, oui. Isabelle, Isabelle, donc je t'envoie les infos. Oui, tu gardes oui, pour le 7 mai. Oui, ok. D'accord, je t'envoie les infos. Parfait, je t'envoie les infos pratiques. Ça va, très bien. J'attends que les Congolais me les envoient demain et moi je te les envoie. Oui. Ok. Mais c'est bien aussi pour avec Eric. Je ne sais pas si Eric est toujours connecté aussi. Il est toujours connecté, Eric Zolo. Voilà. Oui, et je prépare une mission jusque-là. J'aimerais bien l'inviter aux réunions à Lubumbashi et les rencontrer. Et s'il faut voir comment faire des synergies, parce que c'est ça qu'on recherche au fait. Parce que quand on parle de l'impact de l'exploitation, c'est aussi au niveau de santé, au niveau de l'agriculture. Donc, on a besoin des organisations qui travaillent dans ce domaine à la base, quoi. Pour que les réseaux qui mènent ces plaidoyers au niveau national puissent s'appuyer sur eux, notamment pour la vulgarisation ou pour les informations. C'est très important, quoi. Parce que le travail que les réseaux font au niveau national, c'est aussi un travail important pour qu'ils puissent influencer, par exemple, la révision du code minier. Ils ont fait un beau travail avec les moyens qu'ils ont, mais c'est important de connecter les organisations locales parce que moi, comme je dis, les entreprises ne sont pas à Kinshasa, enfin, les mines ne sont pas à Kinshasa, hein. Ils sont dans les provinces, dans les villages, et c'est important de connaître les facteurs qui sont en première ligne, quoi. Oui. Oui. Mais on reste en contact, hein, Sabine. Il va quand même à un moment donné se séparer. Hein. Oui. Donc là, je n'ai pas voulu couper la parole à tout le monde d'une façon, c'est la partie la plus délicate de ces vidéoconférences, surtout quand il y a quelqu'un qui vient juste et qui est arrivé et qui vous dit est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Alors oui, la vidéo sera disponible, il suffira d'aller sur le site du séminaire pour avoir le lien.